Oui. Bonsoir. C'est super que vous soyez là. Bienvenue à tout le monde pour écouter Daniel Tanouro. C'est super cool qu'il soit là pour nous parler ce soir. Et donc nous, on est Aurélien et Elisa, on étudie ici et on fait partie des assos qui co-organisent cet événement. Et donc on va tout de suite commencer par présenter ces trois assos. Et ensuite, je présenterai en quelques mots Daniel Tanouro. Ensuite, on aura à peu près 1 heure de questions, discussion avec lui. Et enfin, 30 minutes pour que vous puissiez aussi lui poser vos questions, qui se feront d'ailleurs avec l'application SpeakUp. Enfin, juste, il faudra scanner un QR code et vous pourrez poser vos questions directement dessus. Et juste avant de passer à la présentation des assos, Aurélien va nous dire un petit mot. Du coup, peut-être vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un peu d'animation aujourd'hui sur le campus. Et puis du coup, on trouvait important de prendre un petit moment pour vous inviter après la conférence à aller rejoindre l'occupation qui est en cours au bâtiment Géopolis, donc en solidarité avec la Palestine, contre le génocide en cours à Gaza, et puis qui réclame un boycott académique et la rupture des relations académiques que l'Université de Lausanne entretient avec l'État d'Israël. Et du coup, voilà, c'est en parallèle et on trouverait très chouette que, étant donné qu'il y a besoin de monde sur place, une partie d'entre vous rejoigniez le blocage, l'occupation après cette conférence. Voilà. Steven, tu veux nous présenter Agissons ? Bonjour, je m'appelle Steven, du coup je suis une des personnes bénévoles pour Agissons. Et en 2 mots, Agissons, c'est un mouvement citoyen qui vise à protéger et à démocratiser les communs. Ça veut dire les éléments qui sont essentiels à une bonne vie, les questions de l'eau, des logements et de la mobilité et toutes sortes d'autres sujets. Et Agissons se construit autour d'une stratégie qui est celle de l'organisation collective, et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre à travers différentes campagnes concrètes. Peut-être que vous avez entendu parler de celle qu'on avait fait l'année dernière, où on avait lancé une campagne pour les droits politiques pour les personnes qui vivent en Suisse depuis plus de 10 ans et 3 ans dans le canton de Vaud. On a déposé une initiative pour en faire qu'on ait une votation sur le sujet dans le canton de Vaud. Et cette année, on lance une nouvelle campagne en fait qui sera beaucoup plus longue, de plusieurs années, sur la question des transports publics, qu'on a intitulé Nos transports publics. Et en fait, le but de cette campagne, c'est littéralement d'abattre les nouveaux projets des autoroutes qui seront en votation cette année et de faire que les transports publics, puisqu'il ne peut plus être gratuit selon l'État et les capitalistes, de faire qu'au moins ils soient presque gratuits et qu'il y ait des investissements de masse et qu'on diminue les prix. Et on aimerait par exemple faire qu'un jour on ait peut-être une petite vignette à 40 francs. Peut-être vous l'avez déjà vu, une vignette normalement automobile où vous pouvez circuler sur toutes les autoroutes. À quand d'avoir une vignette des transports publics à 40 francs pour voir qui est vraiment compétitif et simplement avoir les investissements là où il faut. Voilà. Merci à toutes et tous et je me réjouis de la discussion de ce soir et d'avoir travaillé avec les autres organisations. Et du coup, pour une petite présentation de Unipolis. Donc Unipolis, on est une association qui lutte en faveur d'une écologie solidaire sur les campus de l'UNIL et de l'EPFL. Et on est quelques centaines de membres répartis entre le comité qui co-organise notamment cette conférence et qui s'occupe pas mal de politique universitaire, surtout en ce moment. Et entre 14 pôles aussi qui font vivre des projets écologiques sur les 2 campus. Et on vous invite à nous rejoindre, que ce soit pour le comité ou pour les pôles. Vous êtes bienvenus et volontiers pour en discuter aussi à la fin avec nos membres qui sont ici bien répartis dans cette salle. Peut-être, ouais, pour présenter la dernière association. Merci. Hello. Contre-attaque et autonomie, qui est une organisation pour une écologie anticapitaliste active à Lausanne. Actuellement, on mène une campagne pour une écologie anti-impérialiste. On se focus particulièrement sur la nécessité de s'organiser pour mettre fin au système capitaliste, impérialiste et patriarcal.
Et puis, voilà, on appelle à une pluralité des tactiques et à la nécessité de créer des réseaux, de s'organiser en lien, de construire des liens solides entre les organisations pour grandir. Rejoignez-nous, voilà. Là, il y a des petits liens si jamais vous avez envie de rejoindre nos assos ou simplement d'en savoir plus. Et donc, je vais présenter tout de suite Daniel Tannouro. Donc, Daniel Tannouro, tu as été membre fondateur de Climat Justice Sociale en Belgique, d'où tu es originaire. Tu es ingénieur agronome de formation et membre de la gauche anticapitaliste en Belgique. Et tu as été l'auteur de L'impossible capitalisme vert, il y a presque 10 ans. Et depuis, tu as également écrit un autre ouvrage actualisé et avec des perspectives stratégiques intitulé Trop tard pour être pessimiste, écosocialisme ou effondrement, et un recueil de récits de lutte écosociale avec Michael Levy. Il y a quelques semaines, un nouvel ouvrage a été publié sous forme d'un entretien entre toi et Marina Garridos et Alexis Cuquier aux éditions La Dispute, où tu réactualises certaines de tes analyses et perspectives stratégiques. Et donc, si on t'a invité aujourd'hui, c'est pour parler de cette nouvelle publication. Et nous allons donc, avec toi, retracer les principales perspectives de ce livre et discuter stratégie autour d'écologie, lutte sociale et révolution. Et ça nous fait particulièrement plaisir de te retrouver ici à Lausanne, comme tu avais été invité il y a quelques années dans le cadre de la Grève pour l'avenir par les mouvements climat et syndicaux. Et depuis, le paysage a évolué et donc c'est super de renouer un dialogue à l'aune de ces changements. Voilà, merci beaucoup encore d'être ici et on va tout de suite passer aux questions. Donc on a eu l'occasion de préparer quelques questions qu'on voulait te poser. Et puis une des premières qui nous est venue, c'est finalement un des premiers thèmes que tu traites dans ton ouvrage, et c'est celle un peu des impasses théoriques, politiques, mais aussi stratégiques que certaines approches concernant la crise écologique représentent. Et puis tu décris notamment les erreurs que pourrait consister une approche purement technique, scientiste du problème, et une approche, dans un deuxième temps, qui se limiterait aux conceptions classiques, on va dire, de la lutte des classes, productiviste, etc., sans incorporer de discours spécifiquement écologiques qui traitent spécifiquement de la crise écologique. Et puis, on voulait te demander si tu pouvais revenir un petit peu sur ces impasses, peut-être les décrire, et puis expliciter un peu pourquoi, selon toi, l'écosocialisme permettrait de dépasser ces deux impasses. Ok. D'abord, merci encore pour l'invitation. Technologie quand tu nous tiens. Merci. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Juste une précision, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai été à la base de la formation d'une ONG qui s'appelait Climat Justice Sociale, mais elle a disparu, emportée par les événements récents et par la crise du Covid en particulier. On en discutera peut-être plus avant. Oui, ce nouveau bouquin que j'ai sorti, qui a été sorti par les éditions La Dispute il y a quelques semaines, c'est un bouquin d'entretien, donc ce n'est pas moi qui ai pris la plume, c'est l'éditeur qui m'a sollicité. Et j'ai un peu hésité, mais la formule me semblait intéressante. Et après quelques discussions, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir beaucoup plus en détail que je ne l'avais fait dans des ouvrages précédents sur les questions de stratégie. Et je crois que c'est ce que vous avez bien compris, en jugé par la première question. Et c'est vrai que les approches technofixes, technicistes, scientistes d'une part, et d'autre part les approches lutte de classe très traditionnelle d'autre part, constituent un peu les deux extrêmes entre lesquels on peut discuter stratégie. Alors, l'approche scientiste, elle consiste en ceci que elle est très répandue dans les associations environnementales ou écologiques qui ont pignon sur rue.
et elle consiste à interpeller le politique en disant, mais enfin, vous voyez, il y a ces rapports du GIEC, de l'IPBES, c'est des milliers de pages, c'est la science qui s'exprime, la science ne laisse pas place au doute, le changement climatique est en route et c'est une menace majeure, la destruction de la biodiversité est en route et c'est une autre menace majeure, agissez, toutes les pistes à suivre, toutes les leçons à appliquer sont là dans la science avec un S majuscule. Et le biais de cette approche-là, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais le biais est assez évident, c'est-à-dire que les approches scientifiques en question, en général, elles font l'impasse sur l'origine sociale, socio-économique des crises que nous connaissons, et donc du lien entre la crise écologique, comme on l'appelle, et les crises sociales. Donc là-dessus, c'est l'impasse. Il n'y a pas d'identification de la cause commune ou des causes communes de ces catastrophes en cours. Alors, bon, c'est vrai que ce que je dis là peut sembler un peu caricatural, et ce l'est. Disons, ça vaut pour la science mainstream, mais il y a aussi de plus en plus, et heureusement, des voix discordantes, malheureusement encore minoritaires, qui se font entendre dans la communauté des chercheurs. En particulier, le dernier rapport du GIEC fait plusieurs fois mention de l'existence de propositions alternatives à la croissance verte, à des propositions de décroissance qu'on pourrait appeler de décroissance sociale ou de décroissance juste. Enfin bon, peu importe la caractérisation. Et il y a ici dans cette institution au moins une représentante bien connue de ce courant de chercheurs, Julia Steinberger, pour ne pas la nommer. Donc voilà, ça existe, mais ça reste très minoritaire. Disons, la science en général, le courant dominant dans la science est un courant qui fait l'impasse sur l'origine socio-économique, l'origine systémique de la catastrophe écologique. Alors, l'autre extrême des positions ou des positionnements par rapport auxquels ou dont je me distancie très fort, c'est disons, des positionnements qui semblent très orthodoxes pour des gens qui ont un peu de culture marxiste ou anticapitaliste. Ça consiste à dire, à l'opposé, oui, cette crise écologique, c'est une crise du capitalisme. Le capitalisme doit être renversé et la seule force qui peut renverser le capitalisme, c'est la classe ouvrière. Et donc, il faut une orientation de classe par rapport à la crise écologique. Alors, ça sonne très juste et très positif à une série d'oreilles, les miennes par exemple, puisque je suis un militant anticapitaliste, mais en fait c'est complètement insuffisant parce que ça n'explore pas le gigantesque problème qui est posé par le fait que la classe ouvrière, elle est dépendante du capital. La force de travail humaine qui crée la valeur et la plus-value, la survaleur, elle constitue pour le capital variable, elle est intégrée au capital. Et il y a une notion chez Marx, qui est une notion trop peu connue malheureusement, qui fait état de ça, qui est la notion de subsomption du travail par le capital. Et Marx distingue la subsomption formelle et la subsomption réelle. La différence, c'est quoi? La subsomption réelle, c'est simplement le travail de l'artisan qui est mis au travail dans un autre cadre par le capital, mais le processus de travail n'a pas changé. Éventuellement, il est coupé en tronçons et les travailleurs et les travailleuses travaillent à la queue leu-leu pour produire le produit, mais ils ont la compréhension du système productif, des technologies de production. Ils ont cette compréhension et donc ils sont en position de reprendre la production au service de la société plutôt que de la laisser au service du profit. Et ça change, selon Marx, à partir du moment où la révolution industrielle arrive, impose de nouvelles machines, de nouvelles techniques et de nouveaux systèmes d'organisation qui morcellent complètement le travail et dans lequel le savoir du travail est approprié par le capital. C'est le rôle des ingénieurs et de la science et de la technologie.
technologie. Et dans cette situation-là, il est de plus en plus difficile, surtout près de 200 ans après la révolution industrielle, il est de plus en plus difficile de penser que spontanément, la classe ouvrière va se dresser contre le capitalisme et imposer une solution à la crise écologique. Parce que chaque travailleur, chaque travailleuse dépend à la fin du mois du salaire qu'il va toucher. Et aucun travailleur, aucune travailleuse ne souhaite évidemment, sauf peut-être quelques folles ou quelques fous, ne souhaite la faillite de l'entreprise qu'il emploie. Ce serait contradictoire. Faillite de l'entreprise signifie plus de salaire, et plus de salaire signifie pas d'argent pour acheter à manger, pour payer les études, pour payer le logement, pour payer la santé, etc., etc. Donc on est dans cette situation où il faut une discussion plus fine sur, bien sûr, fondamentalement, renverser le capitalisme implique au moins la majorité de la classe ouvrière, la majorité des travailleuses et des travailleurs lutte contre le système, lutte pour le renverser. Sans ça, il n'y a pas de possibilité de gagner, d'arrêter la crise écologique, puisque la majorité de la population mondiale est constituée par des salariés et des salariés. Donc bien sûr, il faut les gagner. Mais la discussion porte sur les stratégies à déployer pour la gagner, connaissant cet obstacle extraordinaire qui est cette subsomption du travail par le capital. Et c'est donc là-dessus que j'ai essayé de travailler avec cet ouvrage. On y reviendra peut-être plus loin dans la discussion, mais en essayant d'imaginer une stratégie qui permet d'assembler les forces qui sont aujourd'hui à l'avant-garde des luttes écologiques concrètes ou des luttes écosociales concrètes. Ces forces, elles sont connues. C'est les peuples indigènes dans les pays concernés, c'est la jeunesse au niveau mondial, c'est les petits paysans qui pratiquent une agriculture organique de proximité organisée dans Via Campesina. Et dans ces trois catégories-là, c'est les femmes et les filles qui sont en première ligne. Ça, c'est les forces actives à l'avant-garde des luttes écosociales aujourd'hui et pas la classe ouvrière. Et donc la question stratégique, si on veut, c'est comment assembler ces forces-là et leur donner une orientation programmatique et tactique qui permet de commencer à détacher des secteurs du prolétariat, pour employer ce terme, ou de la classe ouvrière, les détacher de leur productivisme qui découle de leur situation particulière sous la domination du capital. Donc ça, c'était l'ambition, si vous voulez, du petit bouquin ou de cet essai. Merci beaucoup. Donc on va revenir sur plein de... Oui. Ah oui, pardon, tout de même. L'écosocialisme là-dedans. L'écosocialisme, très brièvement, d'abord, ce n'est pas une doctrine, l'écosocialisme. Hein. Il n'y a pas une internationale de l'écosocialisme. Je dirais plutôt, c'est une mouvance. C'est une mouvance rassemblée autour de l'idée qu'il n'y a pas d'un côté la crise sociale et de l'autre la crise écologique, que les deux sont deux faces d'une même médaille qui est le productivisme capitaliste et ses conséquences à la fois de destruction sociale et de destruction écologique. Et ça, c'est très orthodoxe d'un point de vue marxiste, puisqu'on trouve dans Le Capital cette citation fameuse de Marx où il dit que le capital épuise, sape en fait les deux. Et si on est pour un écosocialisme internationaliste, féministe, démocratique, etc., ça implique des formes d'action particulières. Et par exemple, le soutien aux luttes anticoloniales, anti-impérialistes, d'une part, et d'autre part, le soutien et l'implication à un mouvement autonome des femmes contre leur oppression. Merci beaucoup pour cette... plus qu'introduction, on est déjà allé dans pas mal de détails et dans pas mal de sujets qu'on va réaborder. Mais donc, notre prochaine question, c'était donc sur cette base de convergence de différentes luttes sociales et écologiques, comment élargir la portée de ces discours écosocialistes pour massifier la base du mouvement et surtout dans ce contexte aujourd'hui médiatique qui est extrêmement défavorable et hostile et qui tend vers une fascisation et une désinformation. Oui, ça c'est une fameuse question effectivement parce que le péril est là et
on l'a, je crois, un peu sous-estimé. Il est en train de grandir sous nos yeux beaucoup plus vite que, personnellement, je ne le craignais. Le danger d'une espèce d'écofascisme. Hein. Vous avez Jordan Bardella qui dit « le meilleur allié de l'écologie, c'est la frontière hein. ». Donc, c'est cette interprétation-là. La politique de Trump, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ses propositions maintenant, il espère vraiment regagner la présidence des États-Unis et il combine le négationnisme climatique qui est maintenant affiché. Avant, il faisait semblant, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Maintenant, c'est clair, c'est non. Il n'y a pas de changement climatique anthropique, c'est de la blague, hein, c'est un hoax. Il combine ça et une réponse impérialiste, coloniale, malthusienne vis-à-vis de la question des migrants. Je ne sais pas si vous avez vu en détail les propositions qu'il a, parce que cette fois-ci, contrairement à 2016, il a un programme assez détaillé, parce qu'il l'a élaboré avec des think tanks conservateurs, réactionnaires aux États-Unis. En 2016, il était arrivé un peu par surprise et il a dû bricoler pour se constituer un appareil. C'est pour ça qu'il a les ministres et les conseillers à la Maison-Blanche ont valsé si rapidement. Hein. En quelques mois, il y a eu plusieurs têtes qui ont roulé. Cette fois-ci, non, c'est beaucoup plus sérieux. Et sur la question de la migration dite illégale, son programme fait froid dans le dos. C'est un programme de type fasciste ou nazi. L'idée, c'est on va expulser des millions d'illégaux, entre guillemets, des États-Unis. Comme ça va demander une traque, des rafles, là où les gens se cachent. Hein, et comme beaucoup de ces illégaux se trouvent dans des États qui sont sous administration démocrate, il y a une réponse très concrète. Il va mobiliser, il envisage de mobiliser la garde nationale des États à domination républicaine pour aller chasser les illégaux dans les États à domination démocrate. Pour en faire quoi? Pour les parquer dans de véritables camps de concentration au Texas. Il y a un chiffre qui est 100 000 emplois créés pour la gestion et la garde de ces camps. Ça donne une idée de l'ampleur du projet. Camp de transit, évidemment, puisqu'après, c'est l'expulsion de l'autre côté du Rio Grande. Donc, on a ce phénomène-là qui est en train de grandir sous nos yeux aujourd'hui et qui, en fait, c'est l'explication que j'ai tenté de développer dans le bouquin, est alimenté par le capitalisme vert, par le projet du capitalisme vert, qui lui, au contraire, prétend donner une réponse à la crise climatique et à la destruction de la biodiversité, mais une réponse capitaliste néolibérale basée sur les mécanismes de marché et donc une réponse socialement injuste, dont la taxe carbone de Macron, il y a quelques années, sur le carburant, est un peu le symbole ou l'emblème. Et c'est pas par hasard que je fais référence à cette taxe carbone de Macron, parce qu'elle a suscité le mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de gens ont eu peur au début en disant « oui, mais comme ça porte sur la taxe carbone, ça va être récupéré par l'extrême droite, ça va être un mouvement de beaufs ». C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Une bonne partie, peut-être même une majorité du mouvement des Gilets jaunes a plutôt évolué vers la gauche, heureusement parce qu'il y a lutte. Mais il n'y a pas toujours lutte. Évoluer vers la gauche, vous connaissez le slogan, hein, fin du monde, fin du mois, même combat. Ça, c'est vraiment la concrétisation de cette évolution spectaculaire du mouvement des Gilets jaunes dans une bonne direction à la fois sociale et écologique. Mais quand il n'y a pas de lutte, les gens gardent un ressentiment, ça rancit à l'intérieur et ça se décharge dans le vote pour une extrême droite démagogique à la Trump qui nie la crise écologique et qui désigne comme bouc émissaire les pauvres du Sud, les migrants, qui viennent importer, comme le dit Trump, contaminer le sang de notre nation et l'empoisonner. Enfin bon, ce sont des discours qui appellent à la haine et l'histoire nous apprend que les discours de haine, ils peuvent très bien se transformer en application très concrète d'un programme de haine, c'est-à-dire d'un programme de destruction. Alors, comment massifier par rapport à ça ? C'est effectivement un grand problème et je ne suis pas sûr d'avoir une réponse tout-terrain. Mais je crois que la première chose à faire, c'est de continuer à taper sur le clou de la gravité de la crise écologique et du fait que cette crise écologique n'est pas une crise de la nature comme ça, ce n'est pas les petits oiseaux, non, c'est une crise qui menace
une bonne partie de l'humanité. Dans le 6e rapport du GIEC, celui qui est sorti l'an dernier, il y a ce chiffre qui est tout de même extraordinaire. Entre 3 milliards et 3,5 milliards d'êtres humains sur Terre sont déjà aujourd'hui gravement impactés par le changement climatique, pour ne pas parler des autres aspects de la crise écologique. Ça veut dire près d'un être humain sur 2, et l'immense majorité de ces 3 milliards à 3,5 milliards sont des pauvres, et en particulier des pauvres dans les pays pauvres, qui sont opprimés par le système impérialiste, colonialiste, et qui ne portent pas, ou presque pas, de responsabilité dans la destruction du climat. C'est une injustice monstrueuse. Mais donc, il ne s'agit pas seulement des pays du Sud, il s'agit aussi des pauvres, des travailleurs, des travailleuses dans nos pays. Quand on a les canicules, selon qu'on vit dans une villa 4 façades avec l'air climatisé et une piscine, ou qu'on vit dans une barre d'immeubles HLM sans climatisation et avec parfois même pas de double vitrage, mais on subit la crise écologique de façon complètement différente. Donc il faut vraiment marteler la gravité, l'extrême gravité de la situation. Je dis dans le bouquin qu'on est dans la catastrophe, elle grandit autour de nous, elle n'arrête pas de grandir, le capitalisme vert ne l'arrête pas, et nous allons vers la transformation de la catastrophe en un cataclysme, c'est-à-dire en une catastrophe d'origine, de dimension tellurique, quelque chose qui change la planète elle-même. Et ce n'est pas un fantasme d'éco-socialiste un peu illuminé que je vous dis là. Il y a plusieurs études de scientifiques qui montrent la possibilité très concrète de voir s'engrener ce qu'on appelle des mécanismes de rétroaction positive du changement climatique, ce qui veut dire, en gros, l'effet boule de neige, le réchauffement qui provoque encore plus de réchauffement. Et très concrètement, ils imaginent un scénario où la savanisation de l'Amazone accélère, fait franchir un premier seuil, qui accélère la dislocation de la calotte glaciaire du Groenland, autre seuil, qui lui-même accélère la perturbation des courants marins, les grands courants thermohalins qui dépendent de la salinité et des différences de température, qui lui-même fait franchir un nouveau seuil qui accélère la fonte du permafrost. Et on a donc un effet boule de neige qui pourrait, selon ces scientifiques, faire basculer la planète dans un nouveau régime énergétique qu'ils appellent le régime de la planète étuve, hot planet en anglais, avec une température moyenne de surface de 4,5 à 5 degrés plus élevée qu'aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement le cataclysme. Et dans leur scénario, le point de départ, par exemple la savanisation de l'Amazonie, pourrait se produire déjà en dessous de 2 degrés de réchauffement. Donc on est dedans, le cataclysme, il est là, on le voit pointer le bout du nez. On ouvre la porte, on le voit, quoi. Bon. Donc, pour moi, ça, c'est le premier point. C'est marteler la gravité de l'affaire. Le deuxième point, c'est de marteler que cette gravité, cette crise gravissime ne vient pas de nulle part et qu'elle ne frappe pas de la même manière les riches et les pauvres. Il y a des chiffres on devrait beaucoup plus utiliser. Le pourcent le plus riche à l'échelle mondiale émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. De mémoire, c'est 17 tonnes par an pour les uns et 13 tonnes par an pour les autres, mais c'est de mémoire à vérifier. Donc, ce sont des chiffres hallucinants. C'est eux les responsables. Ce même pourcent les plus riches, ils totalisent 50% des voyages de personnes en avion. 50%. Donc, on culpabilise les gens pour un tout, pour un rien. Il faut pisser sous la douche, etc., baisser le thermostat. Alors que là, alors que les inégalités sociales s'accroissent, alors qu'un patron d'usine peut gagner aujourd'hui 500 fois plus que ses salariés, alors qu'il en gagnait 50 fois plus il y a 20 ou 30 ans. C'est hallucinant. Et c'est eux qui sont responsables, c'est eux qu'il faut frapper. Je crois que ça, c'est 3 idées très fortes. C'est très grave, c'est dû aux riches et donc un des moyens d'arrêter cette catastrophe, c'est de lutter contre les inégalités sociales. Je crois que ça, c'est
Pour massifier vraiment, c'est le discours à adopter. On ne va pas massifier la lutte pour l'écosocialisme ou contre la catastrophe écologique simplement en alignant des chiffres et des données du rapport du GIEC ou de l'IPBES. Ça, c'est une illusion. Il faut le coupler à des enjeux sociaux concrets. Et puis peut-être, dans la continuité de ces réflexions sur finalement comment massifier, peut-être ce qui va de pair avec l'idée de diffuser, de conquérir une base sociale toujours plus grande, c'est l'enjeu de finalement construire nos luttes et nos organisations dans la durée pour éviter que les mouvements se suivent, se répètent, montent en puissance, puis déclinent souvent de manière tout aussi rapide qu'ils ont émergé. On l'a vu avec les mouvements climat qui ils se sont transformés, on ne peut pas dire qu'ils ont complètement décliné, mais selon toi, comment est-ce que ce serait possible de finalement faire durer nos luttes pour les diriger progressivement vers l'application d'un programme écosocialiste ou d'un projet écosocialiste? Peut-être en particulier, ça va nous intéresser particulièrement le contexte de la Suisse, où je connais moins la Belgique, mais en Suisse en tout cas, où la confiance dans les institutions reste relativement forte, potentiellement plus que dans d'autres régions d'Europe. Moi, sur la Suisse, je ne dirais rien. Tout ce que je sais de la Suisse, pays compliqué, mais je vis aussi un pays compliqué et divisé, c'est le Rüstigraben. Ça, je connais. Il paraît que c'est très important, mais je n'ai jamais mangé de Rüsti. C'est quelque chose que je dois découvrir, peut-être aujourd'hui. Mais donc, oui. Je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle pour assurer une continuité des mobilisations sociales. Je pense que l'histoire des luttes sociales est inévitablement faite de hauts et de bas, de victoires partielles, de défaites partielles. Tant qu'on n'a pas une défaite totale qui vous met dans la merde pour très 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 longtemps, pour disons 10 ans, 20 ans, quelque chose comme ça, un tunnel dont on ne sort pas, il reste toujours l'espoir. Et donc dans ces conjonctures-là, et c'est peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez en Suisse du point de vue de lutte sur le climat en particulier, parce qu'il y avait eu des initiatives tout de même exemplaires, grève pour le climat, projet de grève pour l'avenir, etc. Dans ces circonstances-là de reflux, je crois que ce qui est ultra important, c'est de maintenir des équipes de militantes et de militants qui se parlent, qui échangent, qui font le bilan, qui tirent les leçons, et qui essayent de tracer de nouvelles perspectives, y compris des perspectives d'action. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et j'ajouterais une dimension, je crois qu'il est, dans ce cadre général-là, un enjeu particulier, c'est de maintenir le contact entre milieux sociaux différents, ne pas se replier dans l'entre-soi. Je pense en particulier au mouvement syndical ou aux travailleurs et travailleuses. Je ne pense pas nécessairement aux structures syndicales, mais maintenir le contact d'activistes climatiques ou d'activistes féministes avec des travailleurs et des travailleuses organisés qui continuent à se battre contre la régression sociale et l'austérité, ne fût-ce que pour se parler, pour échanger des opinions, même si on n'est pas d'accord sur les tactiques à utiliser, sur les luttes à mener, etc. Enfin, je reviens, il y a 3 semaines, j'étais invité à Nantes par l'Union départementale de la CGT locale, qui a créé en son sein une commission éco-syndicale. Ils essayent de propager quelque chose qui est dans l'esprit de l'écosocialisme, si vous voulez. Et j'étais très frappé par l'intelligence de ces militantes et militants qui, ont juste à côté d'eux Notre-Dame-des-Landes. Ils ont été, eux, dès le début dans la solidarité, avant même que la CGT de Vinci ne se prononce pour la solidarité avec les riverains, les agriculteurs et les zadistes. Cette union départementale de la CGT était déjà dans la solidarité contre le projet d'aéroport, ce qui est tout de même remarquable. Mais ils ne cachent pas que ils m'ont amené, on a visité la ZAD, on a rencontré des animateurs des soulèvements de la terre, on a discuté. Donc ils les connaissent, ils les fréquentent. Ils ne cachent pas qu'ils ont des désaccords
par moments sur la tactique, sur les objectifs, sur les formes de lutte, avec les camarades là, sur la ZAT, mais ils maintiennent en permanence le dialogue, le contact et le dialogue. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans ces périodes de reflux. Ce qui était remarquable, si je me souviens bien et si je suis bien informé, dans la conjoncture en Suisse à l'époque, c'était cette convergence entre mouvement, disons, écolo-climat, jeunesse pour le climat, le mouvement féministe, très fort, et des secteurs du mouvement syndical. Je pense que, bon, cette convergence, apparemment, elle est défaite. C'est défaite au sens littéral du terme, elle s'est brisée ou elle s'est distanciée. Je ne connais pas les raisons, sans doute la crise du Covid a joué un très mauvais rôle là-dedans, c'est comme partout la même chose. Mais je crois qu'il est important de maintenir le contact et les discussions, pas au même niveau, pas à la même échelle, mais de regrouper des collectifs de militantes et de militants de différentes origines qui échangent sur le bilan, ce qui a pas marché, ce qui doit être corrigé, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et qui échangent, qui s'écoutent sur les initiatives qu'ils prennent dans leur terrain de lutte respectif. Je pense que ça, c'est extrêmement, extrêmement important pour préparer les luttes futures qui viendront à coup sûr. Merci. On continue dans le sujet. Tu développes dans ton livre la notion du prendre soin. Est-ce que tu pourrais nous la présenter en 2 mots, ce qu'elle permettrait, et aussi nous expliquer pourquoi, selon toi, le secteur notamment du care, mais aussi d'autres que cette notion pourrait recouper, seraient des domaines stratégiques pour les luttes écosocialistes, et notamment dans cette perspective de convergence dont tu viens de nous parler? En fait, c'est lié à ce que j'ai dit dans la réponse à la première question, c'est-à-dire au fait que, OK, il faut gagner la majorité de la classe ouvrière au combat contre le capitalisme pour en finir avec la crise écologique. OK, ça c'est très orthodoxe, mais c'est insuffisant pour opérer pratiquement, concrètement, dans les situations sociales et politiques que nous connaissons. Donc il faut aller au-delà de ça. Et je pense... C'est mon hypothèse stratégique, comme j'ai appelé ça de façon peut-être un peu pompeuse dans ce petit livre. Je pense que les secteurs de la classe ouvrière, disons des salariés et des salariés, qui sont les plus susceptibles d'être déjà aujourd'hui sensibilisés aux enjeux écosociaux, disons, à la fois écologiques et sociaux, et les plus susceptibles d'en tirer des conclusions en termes de lutte à mener et de revendications à mener, ce ne sont pas les secteurs de l'industrie, surtout pas les secteurs de l'industrie liés aux combustibles fossiles, les raffineurs, les constructeurs de bagnoles, l'industrie aéronautique, la sidérurgie, etc., où la subsomption réelle dont parlait Marx fait vraiment des ravages, où il y a un productivisme spontané des travailleurs. Je pense que les secteurs les plus susceptibles d'être déjà en partie conscients et d'en tirer des conclusions de stratégie, de programme et de lutte, ce sont les secteurs qu'on appelle du care, ou, comme disent les marxistes, les secteurs de la reproduction sociale, l'enseignement, la santé, la gestion des déchets, les transports de personnes, etc. Tous ces secteurs-là, enfin, ils ont plusieurs avantages, à mon avis, du point de vue de l'élaboration d'une stratégie qui permet de massifier l'écosocialisme. Le premier avantage, c'est que la plupart de ces secteurs ne sont pas délocalisables. Ce n'est pas rien. Donc, on ne délocalise pas un hôpital en Inde ou au Bangladesh. Non, il est là. Deuxième avantage, c'est que l'idéologie particulière de ces secteurs est l'idéologie du soin, c'est-à-dire l'idéologie du prendre soin d'eux, qui implique une dimension de qualité. On se met au service de la qualité. D'ailleurs, la qualité des soins, c'est un objectif pour tout le secteur des soins. À la sauce néolibérale, ça fait des ravages, mais enfin, peu importe. Mais donc, il y a une contradiction entre cette idéologie du prendre soin, de rendre service pour le bien des gens ou pour le bien de l'environnement, d'une part, et d'autre part, la logique du profit. C'est une contradiction qui est beaucoup plus immédiate
pour les gens qui travaillent, les hommes et les femmes qui travaillent dans ces secteurs. Et un troisième avantage, me semble-t-il, c'est la composition sociale des personnes qui travaillent là-dedans. Beaucoup de femmes, dans certains sous-secteurs, majoritairement des femmes. Or, on sait, vous savez certainement, parce que vous lisez aussi les journaux, enfin bref, vous avez une information. Depuis plusieurs décennies maintenant, il y a un écart croissant d'orientation politique entre les jeunes femmes, enfin jeunes en particulier, mais les femmes et les hommes. Les jeunes femmes et les jeunes hommes, c'est très clair. Il y a un article qu'il y a eu il y a quelques mois dans le Financial Times qui portait non seulement sur les pays, le monde francophone, mais aussi sur les États-Unis, sur la Corée du Sud, sur l'Afrique du Sud, partout où les tests ont été faits, c'est le même constat. Il y a jusqu'à 30 points d'écart d'opinion politique entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Les jeunes femmes vont à gauche, les jeunes mecs vont plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt à droite. Et il y a donc des secteurs féminins. Et quatrième avantage, une bonne partie de la main-d'œuvre dans ces secteurs féminins sont des femmes d'origine immigrée. Et ça crée des facteurs, je crois, de conscientisation, de radicalisation, d'élargissement des opinions, d'élargissement de la vue qu'on a sur les problèmes qui sont des facteurs extrêmement positifs. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a moyen de contourner les secteurs clés du capital fossile et les travailleurs et travailleuses qui sont occupés dans les raffineries ou dans la sidérurgie, etc. Ce n'est pas bon propos. Mais je pense que disons, on peut poser l'idée raisonnablement que on peut construire des convergences avec ces secteurs-là, les secteurs du Caire, à partir des peuples indigènes, des petits paysans, des jeunes et des femmes dans ces trois, construire des convergences, gagner une influence et forcer des ruptures, des débats à l'intérieur du mouvement ouvrier vis-à-vis d'autres secteurs qui soient des secteurs plus fossiles. Alors, sur les chances de succès de ces ruptures et de ces débats, je ne suis pas franchement pessimiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs exemples en Europe récemment où, confrontés à des fermetures d'usines, par exemple, dans des secteurs industriels fossiles, on voit les travailleurs qui se battent pour une reconversion de type écologique ou qu'ils pensent être... Il y a plusieurs cas. Il y a eu la raffinerie de Grand Puy en France où il y avait un projet patronal de dégraissage de l'emploi au nom d'un projet de capitalisme vert. Ça a provoqué un mouvement et ce mouvement n'a pas évolué dans un sens on veut continuer à raffiner. Il a évolué dans un sens on veut un projet de reconversion écologique et qui a été appuyé par Greenpeace, les Amis de la Terre, d'autres associations. Très intéressant. Puis il y a cette expérience très intéressante en Italie, l'entreprise GKN et le combat exemplaire qu'ils mènent pour une reconversion de ce genre. Aujourd'hui, ils produisent des vélos cargo notamment. Donc, il y a vraiment une... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si les travailleurs des secteurs fossiles sont fortement sous la pression de la subsomption dont je parlais tout à l'heure, en même temps, la gravité de la crise écologique ne leur échappe pas. Et elle ne peut échapper à personne aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir la télévision, on a 2 ou 3 fois par semaine des images de catastrophes. C'est même une contradiction des médias bourgeois. D'une part, ils nous disent il faut changer vos comportements, il faut faire pipi sous la douche, et il faut mettre des panneaux photovoltaïques sur votre maison. Mais d'un autre côté, par audimat, par recherche de l'audimat, chaque fois qu'il y a une catastrophe, ils se précipitent avec leur caméra et montrent des images effrayantes. Et je pense que ça a un effet sur la masse des gens. Et je suis plutôt optimiste si les conditions sont créées d'une lutte d'ensemble. Le thème du care, le thème du « il faut prendre soin » de nous en tant qu'êtres humains, des générations futures et de la planète sur laquelle nous devons vivre et sur laquelle nos enfants devront vivre, je pense que ce thème du care peut vraiment servir de fil rouge et vert, rouge et vert, pour une convergence des luttes. Mais c'est peut-être, je confesse que je suis un peu optimiste, parfois un peu trop.
peut-être dans la continuité de ce que tu nous dis, donc sur ces points de convergence, ces points d'achoppement autour desquels bâtir des alliances, donc tu as esquissé cet enjeu du prendre soin. Peut-être si on va encore plus dans le concret, selon toi, quelle forme, au sens de quel type d'organisation, avec quel mode d'action, dans quelles circonstances ces convergences pourraient advenir, selon toi? Et puis peut-être la question des modes d'action, je la pose aussi parce que il y a effectivement la question des risques de forte répression et de marginalisation, qui peuvent peut-être mettre à mal la constitution d'un bloc, on va dire, soudé autour de revendications écosocialistes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce sujet? À première vue, je dirais que ça pose le problème tactique du type d'action qu'on entreprend en fonction du jugement qu'on a sur l'état de conscience dans la population, au-delà des milieux déjà militants sur la question écologique. Il y a quelque chose qui m'a fort frappé, je parlais des Gilets jaunes. La violence de la répression a été terrible. Les affrontements ont été relevant quasiment de la situation de guerre civile. Hein. La militarisation de la police dans tous les pays est là et elle fait froid dans le dos. Et malgré cette violence, malgré les destructions, les affrontements aux Champs-Élysées, etc., pendant 8 mois, la majorité de l'opinion publique, selon les sondages, était favorable au mouvement des Gilets jaunes. Donc ça veut dire que si la lutte apparaît comme légitime, la violence du combat ne va pas en soi détruire cette légitimité. Et je vois un autre exemple avec les soulèvements de la terre, la lutte contre les méga-bassines, une lutte très violente. Hein, la répression, c'était là encore des images de guerre. Et pourtant, le combat était très légitime, apparaissait comme légitime à une majorité de l'opinion publique. Et on a vu ce truc assez extraordinaire de l'Assemblée de soutien au soulèvement au moment où Darmanin a voulu prononcer leur dissolution, avec des gens comme Greta Thunberg, c'est un peu normal, elles viennent à la rescousse, mais aussi des personnes très étrangères au milieu militant. Je pense à Valérie Masson-Delmotte, vous connaissez peut-être ou pas, qui était coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC, donc le groupe de travail qui sur la science du changement climatique. Elle était à l'Assemblée de solidarité contre la dissolution des soulèvements de la terre. Donc c'est vraiment engagé. Pas mal de scientifiques se sont engagés. Donc la légitimité est la question clé. Et c'est ça qu'il faut... Mais ça, c'est des questions tactiques qu'il faut discuter de cas en cas, et on peut se tromper. Et on peut avoir tort dans les deux sens. Par exemple, toujours sur les soulèvements, je pense que quand ils ont été pétés les serres d'un patron d'une entreprise de l'agrobusiness, sur le fond, ils ont tout à fait raison. Cette entreprise d'agrobusiness est un adversaire d'un projet écosocialiste. Mais en termes d'image et de la capacité de maintenir une légitimité, c'était peut-être pas le truc le plus malin, le plus habile à faire. Je pense. Mais sans doute, il ne serait pas d'accord avec mon jugement. Mais bon, on discute ça. C'est des questions tactiques. Ce qui m'a fort frappé en Belgique, on n'a pas quelque chose comme les soulèvements de la terre, mais on a quelque chose qui est un peu de la même inspiration, qui s'appelle Code Rouge, qui est là aussi une association. Il y a Greenpeace, Amis de la Terre, l'organisation politique dont je suis membre fait partie de Code Rouge, c'est même la seule organisation politique qui en fait partie. Toute une série de comités locaux de type écologique et social sont dans ce truc-là, et ils font des actions. Bon, ils ont bloqué tout un week-end une raffinerie Total en Belgique. Plus récemment, ils ont choisi comme cible les jets privés. Et ça, je trouve, c'était bingo. Bingo. Parce que s'il y a quelque chose qui choque, évidemment, face à tout ce discours sur tout le monde doit faire des efforts, changer les comportements, etc., c'est évidemment le scandale des jets privés qui est directement lié à 1% les plus riches qui totalisent 50% des vols en avion. Et la répression a été
extrêmement brutale. Il y a eu plusieurs fractures de membres, etc. Mais justement parce que c'est très éclairant et ça n'a rien changé à la légitimité de l'action. Voilà, donc je crois que là, on rentre vraiment dans des questions très, très tactiques sur lesquelles il est difficile de se prononcer de l'extérieur d'une réalité sociale ou d'une réalité nationale, quoi. Je ne sais pas si ça répond à l'interrogation, par ailleurs. Oui, merci. On a encore une dernière question avant de passer aux questions du public. On pourra peut-être revenir si jamais s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou des gens ont besoin de plus de précision. Et donc, on aimerait te demander comment et pourquoi il serait pertinent, selon toi, de lier des revendications, entre guillemets, de court terme à des revendications plus systémiques. En quoi est-ce que c'est important? Et cette question se pose notamment quand on regarde l'actualité, donc par exemple le génocide en cours à Gaza et les mobilisations assez fortes qu'il suscite, et comment répondre à ces enjeux qui sont donc immédiats et les lier en même temps à des perspectives plus globales. La réponse est un peu dans la question, non? Parce que la réponse, c'est qu'on est dans un monde de merde, quoi, que c'est en train de tourner en cacahuète carrément. Il y avait déjà l'agression impérialiste russe en Ukraine, avec tout son cortège de barbarie, de destruction, de crimes contre l'humanité. Et puis cette histoire à Gaza, mais enfin ça dépasse tout. Hein, ça dépasse tout. Et tout ça dans un contexte avec en toile de fond cette catastrophe climatique, écologique qui monte autour de nous et qui menace de nous précipiter dans le cataclysme de dimension tellurique. Donc, alors, la difficulté, c'est qu'il y a une crise de l'alternative. L'alternative de société, l'autre monde est possible, disait-on avec le mouvement altermondialiste il y a une vingtaine d'années. Cette idée-là est un peu devenue évanescente aujourd'hui. Pourtant, il faut la ranimer. Et c'est pour ça qu'il faut être capable d'articuler un programme qui part des revendications les plus immédiates pour avoir un impact le plus large possible, massification, et expliquer, pas nécessairement pour le même public, mais pour les publics les plus militants, expliquer comment tout ça peut s'enchaîner vers des revendications systémiques. Je prends un exemple. Très souvent, des secteurs du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, s'imaginent que la crise écologique disqualifie les revendications salariales. Et en particulier, les courants du mouvement écologique qui reconnaissent la nécessité d'une décroissance de la production matérielle, ce qui est, à mon avis, absolument indispensable pour arrêter la crise écologique. En particulier, ces courants qui parlent de la décroissance, il y a des tas de travailleurs, de travailleuses qui disent « Ouais, mais bon, c'est tout, vous êtes fous. Non seulement vous menacez notre emploi, mais vous menacez notre salaire, vous voulez qu'on gagne moins, etc. » En fait, non. Si on part de l'idée que 1% le plus riche émet plus de CO2 que 50% les plus pauvres, toute la plus-value, toute la richesse qu'on arrache au 1% le plus riche et qu'on transforme en revenus pour les plus pauvres, réduit les émissions de CO2. Alors, a fortiori, si cette richesse arrachée aux plus riches, oh, quel lapsus, est transformée non pas en salaire individuel et en consommation individuelle, mais est transformée en consommation collective, par le biais d'investissements pour satisfaire les besoins sociaux, de santé, d'éducation, de culture, de mobilité, de qualité de l'environnement, de rénovation du bâti. Alors là, on a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre qui est décuplé pour la simple raison que la concurrence entre patrons capitalistes différents pour un même marché est en soi une cause d'émissions supplémentaires, parce qu'il y a un gaspillage. C'est pour ça qu'il y a des crises périodiques de surproduction pour cette raison-là. Le capitalisme pousse à produire trop, et puis régulièrement, pouf, on a la crise. Bien. Donc voilà, ça ce sont des revendications immédiates. Et on peut aller plus loin.
il faut une décroissance, donc il faut réduire le temps de travail, puisqu'il faut produire moins. Réduire le temps de travail, pas passer bêtement à 38 heures ou à 36 heures, non, réduire radicalement la demi-journée de travail. Et à côté de ça, le temps libéré pour profiter de ce secteur public ou collectif qui permet de remplir les besoins sociaux. Et encore une fois, cette réduction du temps de travail, il n'y a pas de raison qu'elle se fasse avec perte de salaire. Au contraire, tout ce qu'on laisse comme richesse aux mains des capitalistes du pourcent le plus riche, c'est des émissions supplémentaires. Enlevons-la. Donc voilà, il y a moyen vraiment de trouver les accents et les revendications qui permettent de gagner, d'améliorer le rapport de force et de mettre en avant cette perspective. Et donc c'est pour ça qu'il faut combiner, il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être maximaliste dans un certain sens. Il ne faut pas avoir peur de dire, oui, la seule manière de s'en sortir, c'est un changement fondamental de société. Ce changement fondamental passe par des rapports de force, c'est-à-dire par ce qu'on appelle une révolution et une prise du pouvoir qui permet de casser les monopoles du pouvoir de la classe dominante. Il ne faut pas avoir peur de dire que pour faire ça, par exemple, il faut casser le monopole capitaliste sur le secteur fossile et sur la finance, c'est-à-dire qu'il faut socialiser ces secteurs. Si on ne socialise pas l'industrie fossile, il est impossible de sortir du pétrole, du gaz et du charbon. Tant qu'il y aura une tonne de charbon à exploiter et faire du profit, un mètre cube de gaz à exploiter à faire du profit, un baril de pétrole, les patrons qui sont propriétaires de ces ressources-là voudront faire ce profit. On ne sait pas les en empêcher. La seule manière, c'est de casser, les attaquer au portefeuille, de socialiser leurs entreprises. Donc, mais voilà, ça c'est, encore une fois, on tombe sur des questions tactiques. C'est pour ça que je dirais, il faut non seulement des endroits où des militantes et des militants de différents mouvements sociaux maintiennent le contact, font les bilans, tracent des perspectives, échangent sur leurs actions respectives, même quand ils ne sont pas d'accord, mais il faut aussi construire un outil politique qui vise la lutte pour le pouvoir, pour la destruction du pouvoir existant et son remplacement par un pouvoir des classes populaires basé sur l'auto-organisation, l'auto-activité des exploités et des opprimés. Merci beaucoup pour tous ces éléments que tu nous as apportés. Comme disait ma belle-mère, avec plaisir, avec l'accent du terroir. Hein. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'on peut l'applaudir. Et puis, je ne doute pas que le public a plein de questions qui ont été suscitées par toutes les choses intéressantes que tu as dit. Donc, on va procéder de deux manières. Une partie des questions pour les personnes qui ne veulent pas forcément prendre la parole à haute voix ou autre. Vous pouvez scanner le QR code et puis adresser vos questions via le lien. Et puis, s'il y a d'autres personnes dans la salle également, on va faire circuler un micro, vous pouvez lever la main. Puis on va prendre les questions peut-être par vague de 3. On va prendre quelques salves. Et puis Daniel pourra y répondre, si ça convient. Essayez. Si jamais sur le Speak Up, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on peut voter pour les questions qui nous intéressent. Et du coup, ça c'est cool. Voter pour les questions si vous avez des questions qui se rejoignent à celles qui ont déjà été posées, votez simplement en faveur de celle-ci plutôt que de la reposer. Et comme ça, on prendra directement les questions qui ont eu le plus de votes. 1, 2, ça marche, oui. Tiens, tu as la parole. Oui, merci beaucoup pour la conférence. En fait, j'ai posé ma question sur Speak Up et elle a été votée le plus, donc voilà, j'ose la poser. Tu vois, je sais pas, c'est la technologie.
En fait, je voulais poser la question, mais en fait, vous venez de le dire vraiment plutôt à toute fin. Moi, je suis pas une fine connaisseuse, en fait, non plus des approches écosocialistes. Enfin, voilà. J'ai l'impression que souvent, dans les partis de gauche radicale, on s'est dit, on est féministe, on dit raciste, écosocialiste, et puis, c'est un peu, enfin, voilà, c'est normal d'être écosocialiste. On ne dit pas concrètement ce que ça veut dire. Et moi, j'ai l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, que l'approche écosocialiste, elle peut faire l'impasse aussi de cette question que vous disiez à la fin de la prise de pouvoir par en bas, qu'on a besoin, en fait, de faire à la fois dialoguer les différents ponts de la société, mais aussi d'un outil politique, d'un programme pour le renversement. Et j'ai l'impression que justement, en fait, quand on prend l'exemple de grévistes, en fait, de la raffinerie Total de Grande-Puy en France, en 2021, c'était une belle expression, en fait, à la fois des liens des militantes X écolo et puis ouvrières, mais en même temps, les salariés, les grévistes, eux-mêmes, ils disent, nous, si derrière nous, il n'y avait pas un parti politique, il n'y aurait pas eu de grève. Et moi, j'ai l'impression que la question de parti politique, au tout début de la conférence, vous disiez, évidemment, la classe ouvrière, spontanément, elle va pas renverser le capitalisme. Et on sait très bien, on voit bien le déclin des organisations syndicales, qu'on voit très bien qu'il y a de moins de personnes qui s'organisent collectivement sur le lieu de travail, que tout est individualisé, atomisé, etc. Je suis d'accord, mais il n'y a pas que les syndicats, il y a les mouvements, évidemment, féministes, écologistes, antiracistes, mais en fait, il y a aussi un parti politique. Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est là-dedans que je m'inscris. Je me dis, en fait, sans un parti politique, effectivement, en fait, il n'y a pas de projet de société, il y a rien. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que quand j'écoute les interviews des grévistes de Total Puy, en fait, de Grand Puy, pardon, de Total, où elles-mêmes disent, voilà, s'il n'y avait pas un autre parti, donc c'était la tendance révolution permanente MPA derrière eux, nous, on n'aurait pas eu de grève. Et je voulais vous entendre un peu plus sur cette question-là. Donc, prise de pouvoir par en bas. On est d'accord que la classe ouvrière, en elle-même, spontanément, ne va rien faire. Mais est-ce qu'on est d'accord ou est-ce que vous partagez l'idée que sans un parti politique, sans un programme clair, délimité, stratégique, il n'y a pas non plus de renversement, en fait, de pouvoir? Voilà. Deuxième question du Speak Up, si ça va vite. Donc l'autre question qui a récolté plus de votes, c'est les gens demandent toujours « Vous proposez quoi à la place ? Comment développer une vision tangible de la démocratie écosocialiste qu'il faudra substituer aux lois du marché, avec des guillemets, afin de planifier la production et l'organisation sociale ? Comment sortir du cadre, penser hors du carcan idéologique capitaliste ? Comment ouvrir les imaginaires du plus grand nombre pour accélérer une transformation sociale qui démocratise l'économie ?» Waouh. Waouh. On termine avec les croissants, c'est ça, demain matin. On prend encore une ou non? Comment est-ce qu'on fait? On y va? Non? Oui, oui, moi je ne me cache pas, pour répondre à la question de la personne là, moi, je suis membre d'une organisation politique anticapitaliste, la gauche anticapitaliste en Belgique, qui fait partie d'un réseau international qui s'appelle un peu pompeusement la 4e internationale et qui travaille sur toutes ces questions. Donc je suis absolument convaincu qu'il faut construire un outil politique. Maintenant, je pense que l'outil politique, le défi qu'il doit relever et qui est extrêmement difficile, c'est de construire cet outil tout en le construisant autour d'une perspective qui est l'auto-organisation, l'auto-émancipation des opprimés et des exploités eux-mêmes. Et l'articulation entre les deux n'est pas toujours évidente. Et on a trop connu, c'est aussi un biais autocritique si vous voulez, on a trop vécu d'expériences de soi-disant partis politiques d'avant-garde autoproclamés. Et donc il y a des expériences d'avant-garde qui sont dirigées par des militants qui font partie d'organisations comme celle-là. La lutte de GKN n'aurait pas eu lieu ou pas pris ce tour-là en Italie s'il n'y avait pas là au moins un militant très très formé avec un passé d'extrême gauche, révolutionnaire, marxiste, anticapitaliste, etc. et qui a su trouver les moyens de favoriser cette auto-organisation. J'ai moi-même été, dans mon passé militant, été le témoin d'une expérience remarquable de lutte dans les années 60, 70, 80 du siècle passé. C'est facile, en Suisse, on peut dire 70, j'aime bien. En français, je dois toujours dire 70 parce qu'ils ne comprennent pas les langues étrangères, ils sont très mauvais. Mais bon.
Donc en Suisse, j'aime bien. Mais donc j'ai été le témoin de tout près d'une lutte remarquable qui était déjà une lutte éco-syndicale ou éco-sociale dans un bastion ouvrier menacé de fermeture. Et cette lutte était dirigée par un camarade de mon organisation politique à l'époque. Donc oui, ces gens-là sont précieux et les organisations politiques sont précieuses et il faut le reconnaître. Mais il faut les juger à leur capacité de mettre en place une stratégie qui est basée sur l'auto-organisation et sur la démocratie la plus large. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Donc gare aux organisations d'avant-garde autoproclamées. C'est ça le caractère d'avant-garde, il doit se trancher dans l'action, hein, dans le concret. Sur papier, le papier se laisse écrire, hein, comme disait justement le camarade dont je parlais. Bon, sur l'autre question, ben, vous allez dire que je botte en touche, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Comment peut-on garantir, ou quelle garantie, quelle perspective crédible peut-on avoir que se mette en place un système qui soit véritablement, radicalement démocratique, auto-organisé, autogestionnaire? La seule réponse, elle réside dans les luttes qui précèdent. Dans les luttes qui précèdent. C'est dans les luttes d'aujourd'hui, c'est un vieux slogan des années 60 du siècle passé. Dans les luttes d'aujourd'hui pour l'autogestion socialiste demain. C'est dans la capacité, et ça c'est en lien avec ce que je viens de répondre sur la question des organisations politiques, c'est dans la capacité d'organiser des luttes démocratiques, radicalement démocratiques, reconnaissant le droit de tendance, le droit d'avoir une opinion différente, reconnaissant les revendications spécifiques de catégories opprimées, les femmes en premier lieu, les racisés, les personnes LGBT. C'est dans cette capacité-là de construire des luttes qui incarnent ça. C'est de ça que dépend la possibilité, si on parvient à amorcer une transformation non capitaliste de la société, une transformation anticapitaliste, à renverser le capitalisme. C'est de la capacité d'avoir préparé ça dans les luttes aujourd'hui que dépend la possibilité d'un régime qui soit vraiment démocratique demain. Il n'y a pas d'autre réponse. Hein. S'imaginer qu'on va avoir une espèce de renversement du capitalisme décidé par une organisation omnisciente qui contrôle, machin, etc., comme le présente une série d'organisations politiques et comme le sous-tendent d'autres organisations politiques qui sont plutôt sur un mode populiste, avec le chef charismatique, qui incarne qui prétend incarner différentes luttes de différents secteurs de la société, ça ne donne pas des garanties suffisantes. Il faut que non seulement les organisations s'investissent, se mouillent le maillot dans l'auto-organisation des luttes, mais que l'organisation elle-même, le fonctionnement de ces organisations politiques, soit lui aussi un fonctionnement radicalement démocratique. Merci. Je vais prendre... À moins qu'il y ait des personnes qui veulent poser leurs questions directement dans la salle, sinon on va prendre une autre salve. N'ayez pas peur. Sinon, je continue. Donc, ensuite, la question qui a obtenu le plus de votes. Comment obtenir la réduction du temps de travail régulièrement battu dans les urnes? Idem pour l'augmentation des taxes pour les plus riches. Régulièrement quoi? Battu dans les urnes. Oui. C'est vrai qu'on vote beaucoup en Suisse. Oui, les votations. En Suisse, mais pas de vote contre les Et d'autres. Contre la dilution et contre une fiscalité plus progressive. Oui, oui, je sais. Enfin, je sais un peu. Il y a une question là-bas, j'arrive. Ouais, on prend 3. En Suisse, quand on parle de la conquête du pouvoir par les urnes, j'ai l'impression que parfois on oublie quelque chose que les camarades français comprennent pas forcément toujours très bien, c'est que comme il n'y a pas le droit du sol en Suisse, la grande majorité de la classe ouvrière, elle est d'origine immigrée, et donc en fait elle n'a pas le droit de vote. Donc cette question d'organisation politique ou de faire voter les gens à gauche, je ne sais pas comment elle se pose en Belgique, mais enfin, elle se pose presque pas en Suisse parce que
si la majorité de la classe ouvrière est d'origine migrée et que elle n'a pas de droits politiques, comment est-ce que on s'organise avec elle? Vous avez répondu en partie avec la question des syndicats, mais peut-être trop réfléchir en termes de conquête du pouvoir par les partis politiques, ça permet pas de penser à cette partie-là, population. Je prends encore une troisième ou tu veux répondre directement? Ok. Alors, selon toi, est-ce que ça te paraît plus efficace d'avoir une grande organisation ou un parti qui s'attaque à toutes les questions sociales contemporaines, écologie, antiracisme, social, féminisme, ou une alliance ou fédération d'organisations plus monospécifiques? Bon, d'abord sur ce que la remarque de la camarade là dans le fond, je la partage entièrement. Moi, j'ai jamais cru qu'on allait changer abattre le capitalisme par les élections, hein, jamais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas participer aux élections, ça c'est une autre question. Mais même obtenir une véritable réduction radicale du temps de travail sans perte de salaire, on ne va pas obtenir ça par des votations. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des campagnes de votation pour cette revendication. Ça c'est autre chose, parce que ça permet au moins d'argumenter, de faire de la propagande, de parler à des gens, d'essayer de gagner des forces, etc. Mais cette revendication-là, comme toutes les autres, elle dépend du rapport de force sur le terrain, à la base, ce rapport de force sociale. Alors, la Suisse est certainement un des cas les plus difficiles pour envisager une situation telle que grève générale ou des choses comme ça pour imposer une revendication de ce genre. Mais il y a tout de même déjà eu, si je ne me trompe, l'un ou l'autre exemple de grève générale en Suisse il y a très très longtemps. Hein, c'est pas totalement impossible. Donc, inutile de fouetter la mer en espérant faire des vagues. Hein, donc, ou bien le rapport de force sociale est là où on le sent qu'il monte et on sent qu'il est possible d'aller de l'avant et d'imposer une revendication comme celle-là, ou bien c'est pas possible, on ne peut rien faire d'autre que diffuser les idées, argumenter, essayer de gagner du terrain petit à petit dans l'opinion publique et s'appuyer éventuellement sur les exemples plus avancés d'autres pays où la lutte est plus développée. Enfin, je veux dire, on ne sait pas sauter au-dessus de sa propre tête. Hein, donc, voilà, c'est un exercice difficile en tout cas. Bien, alors, il y avait encore l'autre question, c'était quoi? Ah oui, un parti unifié qui porte... Bon, je pense que les deux scénarios sont ouverts. Alors, on peut imaginer le parti dirigeant qui, sans ironie, qui, ancré dans des expériences de lutte diverses, permet de centraliser les différentes avant-gardes qui ont émergé dans ces luttes, permet de les homogénéiser ou de les accorder sur un programme alternatif d'ensemble et qui prend le pouvoir, laissons de côté la question de la stratégie pour le faire. Hein. On peut imaginer ça. Mais le chemin à suivre pour y arriver, encore une fois, il dépend intégralement des luttes concrètes. Hein. Donc, et dans les rapports de force où nous sommes aujourd'hui, dans les situations difficiles, très défensives où nous sommes aujourd'hui, avec un éclatement des résistances, avec une crise de l'idée d'alternative, il ne me semble pas exclu de penser plutôt à l'autre scénario, au moins pour une phase intermédiaire, un scénario où différentes forces politiques constituent une espèce de confédération. On a vu des expériences en Amérique latine et en Amérique centrale, surtout dans une période précédente, des expériences de ce genre, comme le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, par exemple, au Salvador, qui était une véritable organisation politique, mais avec différentes composantes. Alors ça implique évidemment aussi une culture politique particulière de se faire confiance, de jouer carte sur table, d'échanger. Ça implique une lutte contre les sectarismes de chapelle qui ne va pas nécessairement de soi et qui, dans le cas du Salvador, n'a peut-être pas tout à fait de soi. Mais enfin, c'est un scénario qu'on peut envisager
de façon raisonnable, je trouve, d'où l'importance des idées de lutter contre le sectarisme des organisations à gauche aujourd'hui, privilégier le débat, privilégier l'unité d'action sur ce qui nous rassemble, tout en maintenant le débat stratégique et le débat programmatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais plutôt faire une intervention à l'intention de la salle, parce que je ne suis pas étudiant, comme ça se voit. Je ne suis pas non plus enseignant. Je suis un vieux syndicaliste. Et puis, d'ailleurs, j'ai participé au chantier en tant que syndicaliste de ce bâtiment-là, pour vous donner une idée. Et je voulais vous dire que vous écoutez ici un militant, aussi déjà un certain âge. Vous êtes devant des choix professionnels. Et je pense que vous devez vous-même réfléchir aussi à travers vos choix professionnels à ce que vous pouvez faire. Je l'ai fait moi-même. J'étais architecte, j'ai choisi l'aménagement du territoire, j'étais syndicaliste. À Lausanne, si le quartier du Flon n'est pas... à l'époque, quand on a commencé à se battre, il y avait 9 voies de circulation. Maintenant, c'est une zone piétonne. Elle n'est pas nécessairement très intéressante parce que c'est une société privée. Mais on était 16 personnes et on a, pendant 16 ans, lutté et on a évité que ça devienne un endroit de bagnole. Donc, vous pouvez faire vous-même des choses si vous avez des compétences et vous essayez de les investir. Et je pense que vous êtes devant des choix professionnels et dans mon optique, c'est très important que vous réfléchissez dans vos choix professionnels à ce que vous pouvez faire comme action dans votre vie future. Le combat durera des années, hein, même si la crise est rapide, mais elle ne va pas détruire tout le monde tout de suite. Hein. Donc, vous devez vous battre et vous pouvez jouer un rôle. Et je pense que vos choix professionnels, vous devez discuter ensemble, discuter aussi de vos... C'est pas anodin de choisir son emploi et réfléchissez à ça, discutez entre vous, discutez avec des gens qui ont des expériences syndicales, par exemple, sur cela, parce que c'est très important. Si on a en Suisse quelques centaines de personnes qui choisissent correctement leur choix professionnel avec un projet politique, ça peut jouer un rôle. Juste un mot là-dessus. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous et je voudrais juste rappeler la déclaration formidable de ce groupe d'étudiantes et d'étudiants d'Agrotech Paris qui, en recevant leur diplôme, ont dit « Nous, jamais dans l'agrobusiness, jamais dans la poursuite de cette destruction de la planète ». Je crois que c'est le genre d'initiative qu'il faut appuyer aujourd'hui et qu'il faut effectivement réfléchir à ce qu'on peut faire concrètement en tant que personne en lien avec d'autres personnes à travers sa carrière professionnelle. Est-ce qu'il y a encore des questions, interventions? Peut-être une dernière. Ah oui. Merci. Allô? C'est allumé. Top. Alors justement, par rapport à cette question d'agroparitech, de choisir son taf, etc., effectivement, il y a des gens comme des architectes ou d'autres, ou moi je suis ingénieur, qui ont peut-être un peu plus de choix qui est disponible. Mais dire jamais bosser dans, par exemple, je ne sais pas, Novartis ou une grosse entreprise particulièrement nuisible, c'est aussi se retirer des possibilités d'intervention dans ces entreprises. Ces étudiants d'agroparitech, s'ils vont s'établir en autonomie au fin fond de la Creuse pour bosser sur une ferme tout seul et les bio, super, mais ça ne changera pas grand-chose à la situation. Donc la question que je me pose, c'est aussi comment est-ce qu'on peut se coordonner aussi en tant que personnes qui ayons toutes et tous une certaine formation, des certaines possibilités aussi de bosser dans des entreprises, d'y avoir accès, pour justement, par exemple, aller en masse dans X ou Y entreprise, stimuler des luttes, ou peut-être aller dans une entreprise qui est justement en crise, participer à ces luttes, participer à l'organisation, pas non plus pour reprendre, on va dire, l'entrisme trotskiste de l'époque qui a
quand même été un sacré échec. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de cette dichotomie entre ne pas participer et donc s'isoler dans un coin et participer pleinement, mais du coup participer au désastre activement? Selon moi, il n'y a pas de dichotomie, hein. Je mentionnais l'exemple d'Agrotech Paris parce que ça m'avait frappé et que la déclaration de ces étudiantes et étudiants me semblait très pertinente sur le fond. Maintenant, le choix qu'ils font, c'est un choix personnel, un choix tactico-personnel, si vous voulez. Mais ta remarque est tout à fait pertinente. Et je pense que c'est un problème du grand capital aujourd'hui, notamment dans les branches, disons, d'ingénierie proche du vivant. Peut-être, je ne sais pas chez les ingénieurs industriels s'il y a la même chose, mais dans les branches touchant à la biologie, etc., il y a un problème où même dans l'industrie fossile, les capitalistes des grandes multinationales ont aujourd'hui un problème de recrutement de cadres qui soient fiables du point de vue de leur orientation productiviste et technique. Donc, il y a des articles de revues spécialisées en management du personnel qui portent là-dessus. Comment identifier les bons éléments qui seront fiables? Et il y a pénurie aujourd'hui dans toute une série de secteurs. Ce qui est plutôt bon signe. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui couvre sous la surface des rapports sociaux. Il y a une possibilité de contestation fondamentale du système qui existe en dessous de cette surface lisse et déprimante que nous constatons aujourd'hui. S'il n'y a pas de nouvelles questions, peut-être qu'on va gentiment s'acheminer vers la fin de cette soirée. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas de questions, évidemment, encore une fois, un grand merci à toi, Daniel, un grand merci aux personnes qui sont venues, qui se sont déplacées. La soirée continue un petit peu parce qu'il y aura quelques stands avec du matériel de nos différentes associations à l'extérieur. Il y aura également un petit apéro. Et puis, j'aimerais vous inviter non seulement à lire et à vous procurer le dernier ouvrage de Daniel Tanoureau, à en parler aussi autour de vous. Et puis, comme je l'ai rappelé au début de la conférence, il y a une occupation qui est toujours en cours au bâtiment Géopolis à propos de la situation en Palestine. Et ce serait très très bien qu'une partie des personnes s'y joignent. Je voulais juste faire un micro-point par... Ça marche? Allô? Ouais, je voulais juste faire un micro-point justement par rapport à l'occupation. Du coup, il y a eu des négociations qui ont eu lieu avec l'UNIL, et l'UNIL ne prendra pas de sanctions jusqu'à lundi pour toutes les personnes qui rejoignent la manifestation, donc qui rejoignent l'occupation. Donc on reste jusqu'à lundi et on fait pression. L'UNIL, la direction est en train de discuter de si oui ou non c'est pertinent ou pas de soutenir un génocide, et on espère qu'ils vont prendre la bonne décision. Et voilà quoi. Donc rejoignez, il n'y a pas de risque jusqu'à lundi en tout cas. J'applaudis.